Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet sur le podcast, un sujet qui est plutôt important finalement dans le sport automobile puisque c'est souvent la case départ pour les pilotes avant d'arriver en Formule 1 ou en Formule 2 ou autre catégorie. On va parler du karting et pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui un nouvel invité, Rémi qui est lui aussi pilote de karting. Hello Rémi, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va super et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast. Puisqu'on avait échangé un peu auparavant avec Rémi, il avait à cœur de parler de ce sujet du karting. Enfin, vous verrez au fur et à mesure des questions sur comment faire du karting. Bref, plein de choses autour du karting qu'il va pouvoir vous expliquer. Peut-être que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent parce que je suppose que tout le monde ne te connaît pas. Donc peut-être nous dire qui tu es, depuis quand tu fais du karting. Ça pourrait être intéressant. Oui, je pense que beaucoup de gens ne me connaissent pas, c'est tout à fait normal. Donc je suis Rémi Pitiot, je suis ingénieur dans la vie professionnelle et sinon en loisir, je fais du karting depuis maintenant 2 ans. Enfin même 3 ans, je me suis lancé, donc j'ai déjà un certain âge, je vais bientôt avoir 30 ans, donc voilà, juste pour dire que je commence sur le tard. Et en fait, depuis tout petit, j'ai toujours aimé le sport auto et c'était vraiment un rêve en fait de faire du karting. Et voilà, donc, tout au long du podcast, j'espère pouvoir un peu vous aiguiller, vous aider. Juste pour préciser, j'ai pas de singularité particulière, je suis quelqu'un de lambda. Et l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut faire du karting, du sport auto, avec tous les budgets, avec toutes les catégories possibles, tous les âges. Enfin, voilà, vraiment, tout est possible. Donc, voilà. Bon, on pourra en parler plus après, j'imagine. Totalement. Et c'est ce qui est d'ailleurs hyper intéressant avec ton profil, c'est que effectivement tu as commencé le karting tardivement. Et ça, je pense que souvent, il y a des personnes qui peuvent pas commencer très tôt pour des raisons de budget ou même Ouais. tout simplement parce que la famille n'a pas forcément envie de mettre son enfant dans le karting. Donc c'est intéressant que tu pourras nous partager ton parcours par rapport à ça parce qu'effectivement, plus on grandit, plus on a la liberté et potentiellement les financements pour pouvoir le faire. Mais on en reviendra un peu plus tard. Juste avant de parler de ce sujet, j'ai envie de faire le portrait F1, donc ce que je fais avec tous les invités en début de podcast. Est-ce que tu es prêt à répondre quelques petites questions sur la F1 ou le sport auto ? Je suis prêt. Parfait. Alors déjà, depuis quand tu suis la Formule 1 ou plus généralement le sport auto si tu as commencé par une autre discipline de sport auto ou sport mécanique globalement ? J'ai commencé, alors au plus loin auquel je peux me souvenir, à l'âge de 3 ans. Mon père regardait la F1 quand j'étais tout petit et du coup je suis tombé dedans. Enfin voilà, je pense voulant passer un peu de temps avec mon père et du coup il m'a transmis le virus. Et pour te dire, je me souviens encore de certains grands prix. Alors de l'année 98, je m'en souviens très très bien, mais l'année 97, j'ai déjà des souvenirs d'enregistrement, tu sais, de VHS, là, les cassettes qu'on mettait à la télé. Et en fait, j'ai le souvenir du Grand Prix de France 97, par exemple. Okay. Alors là, je pourrais même plus trop dire exactement le vainqueur. Je pense que j'étais vraiment trop petit pour comprendre, mais pour te dire que ça fait longtemps. Donc voilà, moi je suis un peu le fan de, tu sais, de TF1 quand ça passait sur TF1 à l'époque. Ah ouais, t'es un fan de longue date du coup. Et t'as commencé à découvrir la F1. Est-ce que tu suis d'autres sports auto ou uniquement la F1 aujourd'hui ? Quand j'étais jeune, c'était la F1 parce que c'était la seule catégorie qui était vraiment représentée en télévision et du coup notamment sur TF1 en télé publique et gratuite d'ailleurs à l'époque. Et après, quand je suis arrivé à l'âge plus quand j'étais en études supérieures, avec Internet et la possibilité de regarder d'autres séries, je me suis beaucoup plus intéressé à la Formule 2, la Formule 3. Alors à l'époque c'était GP2, GP3 aussi. Oui. Et aujourd'hui, pour te dire, toi, ce week-end, je vais essayer de regarder le karting aussi, la championnat du monde. Voilà, donc pour dire que vraiment je m'intéresse vraiment à tout, toutes les catégories possibles, mais le plus on va dire c'est F1, F2, F3 auquel j'essaie de vraiment regarder toutes les courses et vraiment tout suivre au maximum de ce qui est possible au niveau de mon emploi du temps. Ok, alors du coup, toi qui suis la F1, F2, F3, est-ce que tu as des pilotes que tu soutiens plus que d'autres ou des teams que tu soutiens plus que d'autres ? En F1, non, j'en ai pas spécialement. Moi, ce que j'aime surtout, c'est voir du combat en piste. Et ce que j'apprécie notamment en cette année 2024 en F1, c'est vraiment la bagarre entre plusieurs équipes, plusieurs pilotes. Et je trouve que c'est vraiment ultra intéressant cette année. Donc non, j'ai pas vraiment d'équipe. Par contre, je trouve qu'il y a un jeune pilote français. Je pense que beaucoup d'entre vous qui écoutent ce podcast le connaissent, mais Isaac Hadjar. Oui. Moi, je suis impressionné par le caractère qu'il a et
par ce qu'il montre en piste. Il est premier actuellement au classement Formule 2, en tout cas pour l'instant. Mm. Et j'espère vraiment que ça va continuer. Moi, je pense vraiment qu'on a un espoir français. Donc, je dirais que si un pilote un peu qui sort du lot, je dirais que je suis à peu près fan de tous les pilotes en F1. Je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font tous. Mais je trouve que Isaac Hadjar, j'ai vraiment, je sais pas, je trouve qu'il a un truc en plus. Et en plus, il est français, voilà. Donc, moi, depuis, j'ai commencé à le suivre en Freca à l'époque. Oh, wow, Et ok. déjà, je le trouvais vraiment impressionnant et je l'ai toujours, enfin, j'ai suivi depuis son parcours et voilà. Bon, j'espère qu'il arrivera en Formule 1 rapidement. Il y a de grandes chances. Je pense qu'il arrive en F1 prochainement. Et tu as raison, ça fait du bien, mais c'est vrai qu'on a rarement eu un pilote français qui se démarquait autant en catégorie junior. Alors je sais pas ce que t'en penses, hein, mais je trouve qu'effectivement il sort beaucoup du lot, en tout cas dans le pilotage français actuel en monoplace. Oui, sur ces dernières années, après, on a quand même eu Théo Pourchaire, mais c'est vrai que c'est un style un C'est pas peu pareil. différent. Ouais, c'est vrai qu'Isaac, je pense qu'il est beaucoup plus marquant dans la manière dont il construit ses attaques, Oui. dans son efficacité. Moi, je trouve qu'il est. On peut regarder sa saison cette année. Je crois qu'il a fait une erreur sous la pluie. Alors, je ne pourrais plus me souvenir des Grands Prix. Je crois que c'était en Hongrie, mais sinon, je l'ai trouvé très incisif. Il fait jamais d'erreur. Il est toujours rapide. Et quand il est pas rapide, c'est soit il a un problème technique, Oui. soit c'est que voilà, les conjonctures ou la manière dont le Grand Prix se déroule fait qu'il peut plus avoir le rythme ou les pneus. Mais en fait, quand on regarde son année, elle est parfaite, quoi. À quelque chose près, il est toujours devant, il est toujours clair. rapide. S'il n'aurait pas Donc, eu tous ces problèmes mécaniques, etc., effectivement, il aurait été très loin, je pense, dans le championnat. Enfin, dans le classement. c'est ça. Ouais. Mais après, tu vois, Esteban Ocon, en son temps, en GP3, en Formule 3, était aussi comme ça. Alors, Oui. c'était il y a plus quelques années, mais Esteban Ocon aussi était assez impressionnant à regarder. Et voilà, après, je dirais que dans la nouvelle génération, ouais, je pense qu'Isaac Hadjar, c'est celui qui a le plus démontré. Après, pour Cher, Martin, ils sont très forts aussi. Il n'y a pas de, Oui, y a totalement. pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que c'est différent. On sent qu'il y a une... Moi, c'est ce que j'aime bien... Enfin, ce que je dis souvent, c'est que moi, Isaac, il me fait beaucoup penser à Max. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, dans le caractère, dans la façon de faire, je trouve qu'il y a un truc qui ressort, qui me fait penser beaucoup à Max un peu plus jeune, à ses débuts. Et même aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, mais en étant peut-être moins... peut-être qu'il lui manque encore un peu d'agressivité, peut-être que pouvait avoir déjà un Max dans les catégories jeunes ou tout rapidement en Formule 1, parce que finalement il a pas beaucoup roulé en monoplace, hein, Max. Oui, Mais complètement. Isaac, ouais, je suis d'accord qu'il y a un peu de ça, et on le voit un peu à ses réactions à la radio. Je pense que c'est un racer, un vrai, et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de réussir. Et tu vois, la dernière course à Monza, Oui. ça s'est vu, tu vois. Je sais pas si tu suis un peu sur les réseaux, mais sa course principale a été un peu gâchée par son équipe. Il y a eu un problème au stand, et puis la safety car a fait que, et tu vois, il a rien partagé. Tu vois, il a même pas partagé, il a même pas évoqué en fait ce qui s'est passé. Je pense qu'il fait vraiment partie de ces trempes-là où si ça se passe bien, tout va bien, et si ça se passe mal, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans ce côté. Tu sais, c'est pas genre, ah bah c'est pas grave, on verra la prochaine course. Non, ouais, tu je sens vois. vraiment Ouais. qu'il est dégoûté, Oui. mais c'est profondément Oui. ancré en lui, quoi, ce truc, je gagne ou c'est tout, quoi, tu vois. Donc c'est, voilà, moi j'aime bien. Moi je pense mais il est pas toujours apprécié pour ça d'ailleurs. Je sais pas si t'as suivi, mais Oui, même au niveau des fans français. Mais je t'avoue, alors justement, moi je pense que je fais un peu partie de la team où je suis un peu mitigée avec Isaac parce que je trouve que c'est un pilote formidable, comme tu l'as souligné. Mais c'est vrai qu'il y a son caractère. Parfois, tu vois, c'est un peu comme avec Max. Ça me fait un peu un blocage parce que des fois, à la radio, il a tendance un petit peu à crier ou des choses comme ça. Ouais. Et moi, c'est ce qui me dérange souvent sur certains pilotes en F1. Mais tu vois, ça, c'est encore un sentiment... Enfin, c'est des choses personnelles que chacun aime ou aime pas. Mais sinon, c'est vrai que en termes de pilote pur, y a rien à dire, quoi. Il est très fort. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour ceux qui écoutent, je vous invite vraiment à regarder vraiment son pilotage. Après, sur ce qu'il y a à la radio ou au dehors, je pense qu'en Formule 1, on pourra vraiment voir que c'est un talent et qu'il faut lui excuser peut-être ça, quoi. C'est vrai que dans le public français, on n'apprécie pas trop, genre, peut-être de caractère, mais il faut vraiment laisser de côté de ça parce qu'on peut avoir peut-être un futur Prost avec un Isaac Hadjar. Enfin, je le pense vraiment et je l'espère vraiment. Ce serait beau pour le sport auto français. Hein. J'espère, vraiment. Ok, eh bien, on va pouvoir... merci pour ton partage de préférences. On va pouvoir partir sur le sujet du jour, donc le karting. Et avant de commencer vraiment à te poser les questions, tu as dit que tu allais suivre le karting
ce week-end, potentiellement le championnat du monde. Est-ce que c'est quelque chose qui est diffusé ou, je sais pas, sur Internet ou sur la télé, ou comment tu peux faire pour suivre ce genre de discipline, comme le karting? Tout est accessible sur YouTube, Ok. donc sur la chaîne FIA Karting, et vous pouvez vraiment trouver toutes les courses, championnat d'Europe, championnat du monde, et c'est vraiment ultra intéressant les week-ends de course comme ils sont construits, et ça permet d'avoir déjà une idée un peu du karting de compétition aussi, de voir comment les pilotes conduisent, parce que c'est très différent finalement de la monoplace ou de la GT, parce que c'est beaucoup plus incisif dans les virages, c'est moins rapide, mais il y a beaucoup de grip, c'est léger, hein, finalement, c'est beaucoup de puissance sur des châssis qui sont très légers. Donc, je vous invite vraiment à voir ça. Au moins les replays, tout est disponible vraiment sur Ok. YouTube, et on apprend beaucoup en regardant. Et les courses sont passionnantes, sont vraiment intéressantes, surtout en championnat du monde où on voit vraiment toute la pression, et tout se joue sur une course, sur une finale. Et je pense que ce week-end, ouais, ça va vraiment envoyer fort auprès des pilotes. Ok, et ben je mettrai le lien de la chaîne dans la description, comme ça les gens ils pourront cliquer et aller voir directement, pour ceux que ça intéresse, les vidéos. Et du coup, au moment où sortira ce podcast, du coup ce week-end-là il sera déjà passé, donc vous Ouais, pourrez regarder probablement les replays de ce fameux championnat du monde que tu nous parles. c'est ça. Ouais, Ok, tout à eh fait. bien, je vais pouvoir commencer à te poser mes premières questions. Ce que j'aimerais savoir pour commencer, qu'on puisse un peu comprendre ton parcours dans le karting, si tu pouvais nous expliquer pourquoi en fait tu as décidé finalement assez tardivement pardon, à te lancer dans le karting, et comment t'es venue l'idée de devenir pilote de karting du coup à 27 ans. Tu as commencé si tu as 30 ans à peu près? Ouais, Ouais. c'est ça, ouais, à 27 ans. Ouais, bah pas de problème. J'étais, comme j'ai dit au début, finalement, je suis fan depuis que je suis tout petit. Et si tu veux, c'était un rêve, tu vois, d'être pilote. Mais assez vite, voilà, t'es confronté à la réalité où quand j'en ai parlé à mes parents à l'époque, c'était bah ouais, mais financièrement, on peut pas suivre. J'en ai encore reparlé avec eux il y a pas très longtemps. Et voilà, finalement, on est une fratrie de trois, donc c'était compliqué pour eux de mettre beaucoup d'argent, enfin là-dedans. En tout cas, ils ont pas pris ce risque-là. Et puis, je viens d'une famille qui est pas forcément du sport auto de base. Mon père suit le sport auto à la télé, mais voilà, il va voir des grands prix de temps en temps, mais c'est assez rare. Donc voilà, disons, il y a déjà un peu ce contexte-là. Et puis après, c'était le budget, quoi. Vraiment, ouais, c'est souvent le nerf de la guerre, hein, comme on Ouais. dit, mais c'est pour ça que j'ai commencé tard. En fait, j'ai fini mes études. Dès que j'ai trouvé après un emploi, que dans ma vie aussi personnelle, je me suis installé. Quand tu commences voilà à acheter un appartement, ce genre de choses, finalement c'est un peu des piliers, c'est des priorités en fait au niveau financier quoi. Voilà, De tu vie, ouais. Mm. priorises. Et en fait, le jour où j'étais vraiment un peu installé, voilà, au niveau de mon travail, au niveau perso, je me suis dit, mais en fait, j'avais ça en fait qui traînait un peu finalement au fond de ma tête, que j'avais ce rêve de faire du karting, de faire de la compétition. Et en fait, je me suis lancé, commencé à regarder sur le Bon Coin, tu vois, vraiment tout simplement, et j'ai acheté un kart de compétition, donc à 27 ans. Et en fait, j'ai fait ça, mais vraiment pour le loisir. J'ai été un peu conseillé à droite à gauche. Et le but, c'était vraiment m'amuser, quoi. Tu vois, c'était rouler, faire un peu de mécanique, avec un budget raisonnable. Enfin voilà, vraiment. Et en fait, au bout de quelques mois, je dirais, à force de rouler, je me suis dit, mais en fait, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et en parallèle, en fait, je faisais des courses en 4 temps. Je sais pas si on pourra en parler plus après, mais le Salty World Series, donc les SWS, c'est des courses de karting qui sont organisées partout en France, quasiment tous les week-ends. Et il y a énormément de circuits qui le font. C'est ultra accessible. Et en fait, je faisais ça en parallèle. Donc, c'est des courses organisées, voilà, pour entre 70 et 90 euros. Tu viens, t'as essai. T'as qualif 2 courses ou 3 courses, ça dépend des circuits. Et en fait, je faisais des courses comme ça et j'ai vu que je dirais pas que j'étais très bon, mais j'étais pas à la rue quoi. Par rapport à des gars qui roulaient depuis des années, moi je me débrouillais pas trop mal. Et je me suis dit, il serait quand même dommage que j'essaye pas de faire de la compétition. Et après, je me suis renseigné et du coup, je suis rentré dans la compétition. On pourra en parler un peu plus en détail après, mais j'ai tout donné. Voilà, j'ai pris des risques, on va dire même financiers. Et en fait, ça m'a énormément plu. Enfin, c'était incroyable. Le quart de compétition, enfin, l'intensité, Ouais. tout, la vitesse. Donc du coup, je me suis lancé à fond dedans. Et là, voilà, maintenant, j'essaie de faire le maximum pour que toutes les années, je puisse faire quelques courses quand même par an. Et tu t'es lancé dans la compétition combien de temps après avoir commencé le karting? Un an après. Ok. Un an après, ouais. Si tu veux, quand j'étais plus jeune, par faute de budget, je faisais que un peu comme Monsieur Tout le Monde, quoi. Je faisais des courses de temps en temps avec des amis.
au travail. Tu vois, c'était un petit événement par-ci par-là, quoi. Et c'est vraiment que à cet âge-là, 27, 28 ans, je me suis vraiment dit, là, j'ai tout donné pour, pour vraiment faire de la compétition. J'en avais vraiment envie, quoi. Donc, Et tu avais un circuit vers chez toi pour pouvoir t'entraîner, en faire, ou alors pas du tout, pour un peu ouais, faciliter tout ça? ouais, j'ai la chance d'habiter à 20 minutes du circuit de Actua, Ah, ok, donc ouais, ouais, Saint-Laurent-de-Mur, je connais. à côté de Lyon. Ok, Et c'est vraiment pratique. Enfin voilà, en plus à l'époque, donc quand j'avais ce kart-là un peu d'occasion avec lequel je roulais quoi pour le loisir, hein, on pouvait même le stocker sur place. Enfin il y a pas mal de choses intéressantes qui font que bah t'es même pas obligé d'avoir spécialement un garage ouais, ou ça un c'est bien. atelier quoi. Tu vois donc ouais il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent être pratiques pour faire du loisir dans un premier temps. Oui, parce que c'est vrai qu'on y pense. Enfin, tu vois, c'était pas dans mes questions, mais c'est vrai qu'il y a une problématique de stockage parce que si effectivement, Ouais, comme toi, tu disais que tu avais potentiellement acheté un appartement, bah c'est vrai que quand t'as un appartement, t'as pas de garage, forcément, t'as ouais. pas un endroit pour stocker un karting et tout ce qui va avec le karting. Donc c'est vrai que si le circuit a de quoi stocker, et tous les circuits n'ont pas de quoi stocker les kartings, hein. Je pense pas. Beaucoup en ont. Après, quand je dis circuit, c'est les circuits qui accueillent des cartes de compétition, ce qui n'est Ok. pas le cas de Oui, de partout. tous, Il y ouais. a beaucoup de. En fait, tu sais, il y a tout ce qui est un peu loisir avec des cartes 4 temps et qui est vraiment de la location classique à la session, où ils organisent ces fameuses courses dont j'ai parlé mais avant, mais on pourra en reparler un peu plus après. Mais effectivement, après, tu as des cartes affiliées, quoi, finalement, des pistes affiliées à la Fédération française, où il y a des compétitions, il y a des courses clubs, Ok. où il y a des entraînements pour les jeunes, c'est souvent les mercredis ou les week-ends. Enfin, tu vois, il y a vraiment une structure qui est faite pour le karting de compétition. Mais effectivement, je pense pas que tous peuvent stocker. Beaucoup peuvent, mais pas tous. Donc après, il faut se renseigner, hein, vraiment, faut aller les voir et souvent, ça permet d'avoir un échange aussi sur. Eux, ils peuvent donner pas mal de conseils, quoi. Oui, complètement. Donc, tu disais justement que quand tu as commencé, ou en tout cas avant de commencer le karting, Ouais, le karting c'était quelque chose que tu voyais comme inaccessible, en tout cas coûteux, et ouais. pour tes parents c'était pareil à l'époque. Et globalement, je crois que les gens ont une image globalement du sport automobile et du karting comme quelque chose de cher, d'inaccessible, etc. Est-ce que toi tu es d'accord avec cette vision-là du karting, ou alors tu penses que finalement, quand on creuse un petit peu le sujet, c'est plus accessible qu'on ne le pense? Ouais. Alors, c'est cher, oui. Est-ce que c'est cher? Non. J'irai y aller deux. En fait, c'est cher par rapport à ce qu'on peut, oui, effectivement, par rapport à la représentation qu'on a et dans la compétition de haut niveau. Ça, c'est vrai. Ok. Pour les jeunes, faire des compétitions, faire des courses tous les week-ends, participer à des championnats de France, participer à des championnats d'Europe, qu'importe, on peut taper dans des budgets à 100, 150 000 euros facilement. Donc là, oui, on Ouais. parle d'un sport qui est cher et qui est quasiment inaccessible. Et non, pourquoi c'est accessible? Parce que comme je disais, en fait, il existe énormément de manières en fait de faire du karting. Faire du karting, ça peut être voilà, ça peut être aller avec ses amis faire une session, mais ça peut faire c'est participer à des courses de SWS ou des courses de karting loisir, on appelle ça aussi parfois. Et là, j'invite vraiment tous les gens à se renseigner pour ceux qui connaissent pas le SWS ou Saudi World Series. Vraiment, je vous invite vraiment à aller sur leur site internet. Et en fait, c'est des courses, comme je disais, à 70 euros, 80 euros, 90 euros. Et parfois, il y a des plateaux entre 20 et 30 pilotes. Donc là, c'est pour des catégories et des courses individuelles. Et du coup, je sais pas, peut-être qu'une personne qui va faire quelques courses comme ça dans l'année, finalement, le budget, ça va lui faire quoi? Aller 5 courses dans l'année, peut être entre 300 et 500 euros. Ça reste un coût, je l'entends Oui. vraiment. Hein. Je Mm. sais que des gens ne peuvent pas mettre 300 euros dans une activité sportive, mais finalement, moi qui ai pratiqué des sports collectifs, quand vous prenez la licence, quand vous prenez les équipements, quand vous allez à vos déplacements pour les matchs, par exemple, bah finalement, à la fin de l'année, j'étais autour de ces 400 et 500 euros. Donc, en fait, tout dépend, en fait. Faire du karting loisir, c'est pareil. L'achat du kart peut être cher, mais on n'est pas obligé d'acheter un kart neuf. Oui. On peut acheter un kart d'occasion. Si on se débrouille bien, on peut se débrouiller, je sais pas, on peut acheter un kart à 2000 euros d'occasion, ce qui peut paraître cher, hein, je l'entends, mais on peut facilement s'en sortir après à faire un peu de mécanique, à se débrouiller, à avoir les bons contacts après avec les personnes qui peuvent vous réparer le kart. Enfin,
ça dépend vraiment de la pratique. Donc l'idée aussi de ce podcast, c'est vraiment de démystifier un peu ça, Oui. dire que en fait c'est possible, mais en fonction de ce que vous faites, quoi. Et on peut déjà faire la course, comme je disais, pour 70 € un week-end, quoi. Enfin, et je trouve ça génial. Moi, j'ai vraiment commencé comme ça, finalement, le quart de compétition. Et aujourd'hui, je connais des personnes qui ont commencé comme ça et qui maintenant font des endurances dans ces catégories-là. Donc c'est des cartes, c'est des 4 temps, c'est des cartes de location, mais il y a des courses de 24 heures qui sont à très haut niveau. Et je connais même des personnes où on leur paye leurs courses maintenant, tellement ils sont bons, Ah tellement oui. ils ont du niveau, ils ont réussi à se faire connaître dans ce milieu-là, et on leur paye les courses. Donc ils vont en Tunisie, ils vont en Belgique, ils participent au championnat du monde de cette catégorie-là. Enfin, en fait, ça veut dire que la personne, elle paye même plus pour faire du kart maintenant. Mais encore une fois, c'est du kart, c'est des cartes de loisirs. Mais quand il y a la course, quel que soit le moteur, quel que soit le châssis, quand tout le monde met le casque, que vous soyez 10, 20, 50 sur la piste, à la fin, il n'y a plus de copains et c'est vraiment la vraie course, quoi. Et ça, faut vraiment, voilà, bien sûr qu'on peut pas faire tous de la Formule 1 ou de la monoplace, mais on peut aussi vivre le sport auto de manière différente. Oui. C'est ça qui est important. Totalement. Et c'est un peu aussi le message de ce podcast. Je vais rebondir sur un sujet que tu as parlé. Tu as parlé de personnes qui peuvent accompagner au niveau de la mécanique quand on fait de la compète, etc. Toi, est-ce que tu es entouré de personnes qui t'aident justement sur cette partie-là ou tu n'en as pas forcément le besoin ? Pour rentrer un peu dans le détail, moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas, donc comme je t'ai dit, j'ai pas de garage et j'ai pas vraiment d'atelier, de lieu de stockage, enfin qu'importe. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que pour faire de la compétition, dans la catégorie dans laquelle je suis, on pourra peut-être en parler plus tard, mais en fait, je passe directement par un professionnel qui en fait loue ses cartes, donc il les prépare, c'est son métier, il loue ses cartes, et après à chaque fois sur les week-ends, du coup moi quand j'arrive, quasiment tout est prêt, en fait j'ai juste à venir avec mon équipement et ma licence, hein, en exagérant, et après je ramène un ami, et après l'idée c'est juste de faire la mécanique de base en fait, donc tout ce qui est réglage, tout ce qui est nettoyage, entretien donc de la chaîne, toutes ces choses là au niveau du kart, et après tout ce qui est vraiment la grosse maintenance des moteurs, du châssis, ça c'est du coup le préparateur ou le prestataire en fait qui s'en occupe. Donc moi je paye ce prix pour avoir cette tranquillité là. Par contre je connais des personnes qui en karting en compétition connaissent un garagiste, ont un ami qui fait de la mécanique, le papa est intéressé par, ou la maman, hein, d'ailleurs. Maintenant, c'est vrai que c'est un sport qui s'ouvre énormément aussi. On en voit beaucoup de pilotes féminines aussi. Ça s'ouvre beaucoup. Et il y a des gens qui arrivent à se débrouiller, voilà, juste avec leurs parents qui connaissent un peu la mécanique, et ils arrivent à, juste avec une remorque, un plateau tout simple et un garage ou un atelier quelque part avec la famille ou des amis, ils arrivent à se débrouiller pour finalement faire toute la réparation, quoi. Donc ça, c'est complètement possible aussi. En fait, tout est possible vraiment sur ce sujet. Moi, je le fais pas parce que je peux pas et j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas d'atelier ou assez de personnes autour pour m'accompagner dans ce projet-là. Mais je connais des personnes qui font ça en famille, avec des amis, et qui arrivent très très bien, quoi. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, t'as plusieurs possibilités. C'est qu'effectivement, soit tu vas être un peu débrouillard ou t'as un entourage qui t'aide à faire la mécanique, ou alors tu passes par, t'as appelé ça un prestataire, c'est ça ? Ouais, c'est une équipe, quoi. Ouais, une équipe de sport, ça, quoi. Finalement. Ouais, une team, ouais, exactement. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence, on n'a pas la pression de soit s'entourer, d'avoir une petite team à nous et de devoir payer tous ces gens-là, ou même devoir passer du temps à gérer toutes ces personnes. Tu as aussi la solution d'avoir un préparateur, une team qui peut faire ça pour toi, quoi. Oui, et puis même financièrement, parce que là, comme ça pourrait paraître un peu super cher, avoir du budget. Alors là, je parle bien du karting de compétition. Donc là, on n'est plus dans du SWS ou du karting 4 temps. Là, on est vraiment dans du 2 temps. Et donc là, effectivement, c'est des budgets qui commencent un peu à taper un peu, si je puis dire. Et en fait, on pourrait se dire, oui, mais si je passe par une équipe, ça va me coûter super cher. Alors la prestation, elle n'est pas donnée, ça c'est certain. Mais en faisant comme ça, on s'affranchit d'acheter un kart, on s'affranchit de l'entretenir, on s'affranchit d'acheter une remorque, on s'affranchit d'énormément de choses. On s'affranchit du stockage, parce que je pourrais louer un garage. Moi, j'habite autour de Lyon, mais voilà, un garage, après, ça coûte vite de l'argent tous les mois, tout le matériel qu'il faut pour entretenir le kart. Enfin, en fait, finalement, quand j'ai fait toute la somme, je me suis dit, ça me demanderait de l'investissement
tout de suite, et qui est possible, hein, des gens pourraient le faire, mais qui demanderait trop d'investissement à court terme. Oui. Et j'avais pas forcément les fonds et le budget. Parce qu'encore aujourd'hui, je fais du karting de compète, mais je sais pas si l'année prochaine, je vais pouvoir en faire. Hein. C'est des paramètres qui vont varier en fonction de si j'arrive à trouver des partenaires. On pourra en parler après, je crois, Oui. ça fait partie des questions. Mais en fait, je sais pas de quoi sera fait demain. Donc en fait, moi, ça m'a franchi. Je fais ma course, j'ai payé ma course, je rentre chez moi, j'ai fini de payer, quoi, entre guillemets. S'il n'y a pas eu de casse ou de problème pendant le week-end, voilà, moi, mes coûts et mes frais s'arrêtent là. Donc ça, c'est pas mal aussi, ça permet aussi de se décharger un peu de ce problème-là. Totalement, ça c'est une vraie alternative. Et du coup, je vais rebondir sur... ou alors je vais plutôt entrer dans le vif du sujet de la compétition. Ouais. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut facilement faire de la compétition de karting? Est-ce que l'entrée à la compétition de karting est accessible? Et si oui, quelles sont les différentes catégories? Alors sauf s'il y en a beaucoup, tu vas peut-être pas toutes les lister, mais quelles sont les catégories principales et celles que toi, dans laquelle tu évolues aujourd'hui? Alors du coup, je dirais que dans le karting, c'est horrible ce que je vais dire, mais si tu as de l'argent, ou si tu as le budget, tu peux faire du karting. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème, tu vois, en termes d'entrée. C'est souvent un peu ça. Moi, je dis souvent, enfin, quand je parle un peu avec des partenaires ou même avec des prestataires, à partir du moment où tu payes, tu peux avoir. Ça, c'est un peu ça en karting. Ce qui est normal finalement, parce que tu payes pour une prestation pour avoir quelque chose en retour. Hein. Donc, je dirais que tu peux rentrer en karting de compétition. Je vais juste classer en deux trucs. Okay. Pour les gens qui potentiellement t'écoutent et ont une volonté de faire du sport auto en tant que professionnel, qui veulent faire de la compétition à haut niveau, premièrement, je suis pas la bonne personne pour en parler. Et deuxièmement, je vous conseille vraiment de vous tourner vers les circuits, de vous tourner vers les clubs et de leur poser les questions nécessaires. Parce que c'est vraiment important, parce que dès le plus jeune âge, si on veut faire de la compétition à haut niveau et être pilote de Formule 1, par exemple, il faut se renseigner assez jeune, il faut tout de suite se tourner vers des gens compétents, notamment vers les circuits et les gens qui font des cours, qui font des entraînements, etc. Okay. Après, on va dire pour les gens, on va dire plus comme moi, donc ils font ça par passion. Comme je disais, en fait, tout est possible en fait en termes de budget en fonction de la prestation que vous voulez. On pourra revenir un peu plus tard sur les coûts des saisons, mais il y a vraiment en termes d'entrée, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut juste aller voir les gens, les prestataires, les équipes et se renseigner auprès d'eux en fait finalement. Okay. Et comme ça, après, tu t'inscris, tu peux participer à toutes les courses. Il n'y a pas de prérequis, tu vois. Genre demain, j'ai envie de faire telle course, je peux la faire à partir du moment où il y a assez de place pour pouvoir la faire et à partir du moment où j'ai le budget de la faire. Okay. Il n'y a pas plus de problématiques que ça. Après, en termes de catégories, en France, il y en a un peu des principales. Ça commence souvent, on appelle ça mini 60, c'est entre 8 et 12 ans. Donc là, c'est des cartes, c'est des 2 temps pareil. Donc là, c'est vraiment le début du karting et du sport auto finalement, c'est dans ces âges-là. Et après, tu as la catégorie nationale, c'est plus pour les adolescents entre 12 et 17 ans. Et après, tu as la catégorie senior, et là, c'est les adultes. Après, tu as des catégories pour les personnes qui ont à partir de 30 ans, 45 ans, qu'on appelle master et gentleman. Okay. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, sinon on pourrait en parler des heures. Mais voilà, donc tu as quand même un peu cette structure-là au niveau de la fédération. Et ça, donc les catégories dont je viens de parler, c'est des catégories, on va dire, fédérales. Et du coup, c'est vraiment la pyramide d'accession, on va dire, au plus haut niveau du karting. Tu commences par mini, tu continues après par national, etc., etc. Donc après, ça, c'est des infos qu'on peut trouver sur Internet très facilement. Après, moi, la catégorie dans laquelle je roule, elle n'est pas dans les catégories fédérales, en fait. Elle est affiliée à la Fédération française, mais elle n'est pas fédérale, parce que du coup, la catégorie dans laquelle je roule, ça s'appelle le KFS, qui a été créé ou qui est dirigé, en fait, par l'entreprise EvoKart. Et en fait, le KFS, c'est une catégorie, alors je vais ouvrir les guillemets, mais low cost. Donc, c'est le karting de compétition en France qui est low cost ou en tout cas qui est dans les moins chers. Par contre, c'est du monotype. Donc, tous les châssis sont les mêmes pour tout le monde. Okay. Les moteurs sont les mêmes pour tout le monde. On n'a pas de pneus pluie pour réduire les coûts. Parce qu'il faut savoir qu'un train de pneus en compétition, c'est entre 200 et 250 euros. Donc, on n'a pas de pneus pluie. On doit faire même 2 courses avec le même train de pneus, donc 2 week-ends de course d'affilée. On n'a pas le droit de changer de pneus tous les week-ends de course. Enfin, tout est fait pour vraiment réduire au maximum. Les inscriptions sont pas très chères. Les entraînements et les courses se font sur le samedi et le dimanche, alors qu'il y a des catégories où c'est sur 4 jours parfois. Donc vraiment, moi, ma catégorie, c'est vraiment la moins chère, on va dire, en France. Mais quand je dis moins chère, c'est pas
c'est pas quelque chose de réducteur, c'est une réalité au niveau budget, mais par contre en piste, voilà, comme je dis, quand tout le monde baisse la visière, même si c'est le moins cher en France ou le plus accessible, je dirais, il y a quand même de la bagarre et il y a du très très haut niveau déjà dans ces catégories. Et alors je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Quand vous avez donc les compètes le week-end, toi, est-ce que tu peux t'entraîner? Comment ça fonctionne les entraînements avant ou entre les différentes courses? Donc les circuits mettent à disposition leurs pistes on va dire avec un planning. Hein, alors c'est pas ouvert tous les jours, mais tu peux t'entraîner toi comme ça avec ton kart ou avec le team avec lequel tu roules. Donc Ok. tu payes un droit de piste. À partir du moment où tu as une licence et l'équipement, c'est bon. Et tu peux t'entraîner un peu quand tu veux. À partir du moment où la piste est ouverte. Après, quand on est en course officielle, comme je te disais, ça dépend des catégories. Mais dans la mienne, en tout cas, le samedi est réservé aux essais libres. Donc tu peux t'entraîner le samedi et après tu as les qualifs soit le samedi soir soit le dimanche matin. Et Ok. après le dimanche, tu as donc le plus souvent tu as qualif, tu as ce qu'on appelle des manches qualifs, donc c'est des manches de course, donc c'est des courses un peu plus courtes qui te rapportent des points et permettent de te classer en fait pendant le week-end. Et après tu as la pré-finale et tu as la finale. La pré-finale c'est ce qui rapporte des points. Après, pour le championnat, en fait. Ok. Donc, tu as un peu cette structure-là. Ça ressemble un peu à la Formule 1, Oui, finalement. finalement. Essai libre, qualif. Mm. C'est juste que nous, on a plus de courses sprint qu'en Formule 1. Oui. Et on a plus de courses principales aussi. Mais les courses sont plus courtes, par contre. Oui, c'est Voilà. un vrai week-end de course pour le coup. Hein. Toi, je pensais pas que c'était Ouais. aussi intense les week-ends de course de karting. Ouais, bah, tu vois, au moment où on enregistre ce podcast, je sors d'un week-end de course. Et tu vois, le samedi, on a eu 7 séances d'essai libre. Ah oui. Donc, on a à peu près 1 heure en fait de roulage le samedi finalement par pilote, Ok. avec des conditions plus ou moins bonnes. On a eu de la pluie, on a eu du soleil, enfin, c'était pas simple. Et le dimanche après, effectivement, on a qualif très tôt le matin et après on a appelé ça course sprint ou manche qualif Ok. et après on a pré-finale finale. Donc ouais, c'est ultra intense et en fait toutes les heures, toutes les 1 heure et demie, en fait tu roules quoi quasiment. Donc il faut vraiment enchaîner, il faut pas avoir trop de problèmes mécaniques parce que sinon ça peut vite Ah être ouais. compliqué. Et après, il y a des catégories où ce cheminement-là commence dès le jeudi. Toi, en compétition internationale, ça Ok. commence le jeudi. En compétition nationale, ça pourrait même commencer le vendredi parfois. Voilà, ça dépend un peu de. Si c'est un championnat de France, ça commencera peut-être même le jeudi, tu vois. Ça dépend vraiment. Mais c'est toujours le même cheminement. C'est essai libre, qualif, manche, course. Ok. Plusieurs courses, voilà. Et alors, qu'est-ce que Et ça a après, donné tu as la finale. ce week-end? Alors c'était bien, c'était bien parti. Les essais libres sont bien passés. J'avais fait une bonne qualif. Alors ça va peut-être pas trop parler, mais j'ai fini après la qualification chrono et les manches qualificatives en course. J'étais classé dans le top 10 sur 37. On était au 38, Ah, je sais c'est plus. bien. Mais après ça s'est un peu, ouais, ça s'est pas trop bien passé après en pré-finale et en finale. En pré-finale, j'ai pas fait une très bonne course et j'ai pris une pénalité. Parce qu'il faut savoir qu'en karting, à l'avant, on a une sorte de pare-choc, et si le pare-choc est sorti de son logement, on prend 5 secondes. Donc j'ai pas fait une très bonne place en pré-finale, et en finale, après, mon kart a refusé de démarrer, donc Ah, ça a été un peu frustrant. Donc, un peu embêtant. ouais, c'est pas le meilleur week-end au niveau championnat et au niveau points. Ouais, c'était pas ouf, quoi. Mais bon, mais je me suis amusé, donc c'est le plus important, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Et t'as combien de courses à l'année sur une saison? Moi, cette année, je vais réussir à en faire 4. Ok. 4 courses. Après, voilà, ça dépend du budget. Ah J'ai oui, oui. connais des pilotes qui en font 10, 15. Voilà, ça Ok. dépend vraiment des catégories, en fait. Ok. Eh ben justement, tu as parlé du budget, donc je vais rebondir sur ça, parce que c'est vrai que depuis le début, on parle que c'est quelque chose qui peut coûter cher ou pas du tout. Ouais. Aujourd'hui, une saison de karting, alors évidemment, je te demande pas un prix précis, une fourchette, mais Oui, combien oui. est-ce que ça coûte de réaliser une saison de karting? Bah, du coup, je vais faire un peu par du moins cher au plus cher. Comme je te disais, donc si vous faites du SWS, donc du 4 temps, les prix, voilà, comme je dis, ça peut vraiment être accessible. Ça dépend le nombre de courses que vous allez faire pendant l'année. Je sais qu'il existe même des championnats où ils font entre 5 et 10 courses. Donc, c'est des championnats amateurs, quoi, qui sont organisés vraiment pour le plaisir de faire la course. Et c'est des championnats où vous pouvez vous en sortir à 300 ou 400 euros. Voilà, c'est pas très cher. Ça vous permet de faire plusieurs courses sur plusieurs circuits. Voilà. Donc ça, c'est un peu
on va dire l'entrée de gamme en karting, sachant qu'en 4 temps, c'est pareil, les personnes qui font beaucoup d'endurance, après les prix vont augmenter en fonction des courses dans lesquelles vous allez faire. La personne qui fait 10 courses d'endurance de 24 heures, voilà, peut-être que son budget dépassera les 2000, 3000 euros à l'année, hein, je sais pas. Ok. Ça dépend vraiment, en fait. C'est vraiment le nombre, en fait, souvent qui détermine le prix. Après, en catégorie de temps, en fait, ouais, je me répète encore, je suis désolé, mais ça dépend du nombre de courses, en fait. Ouais. Je vais prendre l'exemple de mon ami avec qui, pour réduire les coûts, en fait, cette année, on a partagé un châssis. Quand Ok. je dis partager un châssis, on a partagé un kart en fait auprès de notre équipe. Vu que je pouvais pas faire toutes les courses cette année par manque de budget, du coup on a coupé en deux. On a fait 2 courses chacun sur cette catégorie-là. Et en fait du coup ça nous revient, enfin lui ça lui revient cette année finalement à 3000 euros pour faire 2 courses, Ok. par exemple. Tout Tout compris, compris, ouais, ce vraiment que j'allais tout dire. Ok. compris. Voilà, donc ça peut donner déjà une idée Oui. du prix. Donc ça, c'est dans la catégorie dans laquelle je roule en KFS, en EvoKart. Après, nous, c'est parce qu'on passe par une équipe. Oui. Une personne qui a déjà un kart, qui l'entretient bien, va devoir financer et acheter son kart au début, mais après, peut-être que ses week-ends de course vont lui revenir que entre 500 et 1000 euros, peut-être, parce que du coup, il va faire l'entretien lui-même, Oui. il va se débrouiller avec des amis, enfin voilà. Donc, ça peut être moins cher que ça. Après, dès qu'on commence à rentrer dans des catégories, ce que j'appelle fédérales, donc les catégories officielles, là, on commence à rentrer dans du beaucoup plus cher. Encore une fois, si on fait soi-même la mécanique, on peut peut-être s'en sortir pour 1500, 2000 euros par week-end, peut-être. Je me rends pas compte. Mais quand on passe par des prestataires, après, on peut vite tomber sur du 3000 euros par week-end, Ah oui. voire 4000. Ça dépend des catégories, peut-être même 5000 hein, chez certains. Ça dépend vraiment du prix. Donc là, c'est vraiment de la compétition, c'est du 2 temps. Donc il faut être licencié, il faut avoir l'équipement. Enfin voilà, là, ça rentre déjà dans des prix qui, même pour moi, c'est des catégories pour moi qui sont inaccessibles financièrement, par exemple. Ok. Voilà. Donc un budget en karting, en fonction de la catégorie, en fonction du nombre de courses, allez, je vais dire c'est entre 500 euros par an et 150 000 euros par an, tu vois. Donc il y Ouais, a la fourchette est vraiment, large. ouais, en fait la fourchette est large parce qu'encore une fois, tout dépend de la catégorie et tout dépend du nombre de courses qu'on fait. Et justement, pour pouvoir, d'ailleurs au même titre que la Formule 1 ou les autres sports auto, pour pouvoir financer ces saisons de karting, donc je suppose qu'il y en a beaucoup, c'est de l'autofinancement, mais est-ce que dans même les petites catégories de karting, il est possible de trouver des sponsors? Et si c'est le cas, est-ce que c'est facile de trouver? Est-ce que c'est facile de convaincre des personnes de sponsoriser en karting ou pas? Alors, non, enfin, comment dire, c'est pas trouver de sponsors, c'est pas simple. Et d'ailleurs, je vais renommer, enfin, tout ce qui est budget, etc. Souvent, on parle plutôt de partenaires ou de dons, en fait. Donc moi, pour parler un peu de mon cas personnel, donc il y a une grosse partie qui est de l'argent personnel, hein, Oui. finalement, que je mets pour pouvoir payer mes courses. Et après, j'ai réussi quand même à trouver un peu des partenaires. Donc c'est, en fait, je fais partie d'une association, un peu comme finalement un club de foot ou de rugby ou d'autres sports. Et en fait, donc on est plusieurs pilotes au sein de cette association. Et Ok. du coup, en fait, les entreprises, quand elles font un don, c'est des dons qui sont déductibles en fait des Oui. impôts pour eux. Donc du coup, ce qui fait que quand ils vous donnent une certaine somme, c'est pas le coût réel. Donc en fait, il faut essayer de jouer un peu sur ça quand on cherche des partenaires. Et j'essaye hein, de trouver du budget et c'est compliqué honnêtement. Mais rien n'est impossible. Cette année, tu vois, je vais le dire parce que il n'y a pas de secret, mais cette année j'ai réussi à trouver 2500 euros tu vois, de budget Ah, chouette. avec des partenaires, donc ce qui est quand même conséquent. Enfin, je me rends compte que c'est déjà bien à mon niveau, mais par contre, c'est des personnes que je connaissais en fait. C'était des personnes de mon entourage, alors pas forcément de la famille, mais c'était des contacts, des gens avec qui j'avais travaillé, des gens qui ont créé leur entreprise, des gens avec qui j'ai fait du sport. Ok. Donc en fait, il faut essayer de vraiment de jouer avec ça. Et vraiment pas hésiter d'aller voir toutes les entreprises et tous les commerces en fait du coin et de votre enfin, proche de votre résidence en fait, et il faut leur demander quoi. Vous allez prendre énormément de refus, c'est extrêmement frustrant. Au début on est un peu motivé, on se dit allez je vais trouver du budget, je vais aller sonner à toutes les portes s'il faut, et puis quand c'est le 30e refus, bon évidemment c'est compliqué honnêtement, mais c'est pas impossible. Je connais des personnes qui arrivent à financer quasiment leur saison complète comme ça, grâce à des dons, grâce à des contacts. Enfin, donc c'est vraiment possible. Voilà, je dirais qu'il faut énormément travailler, il faut passer énormément de temps, il faut accepter que ça marchera pas à chaque fois. Tu vois, encore aujourd'hui, j'ai contacté
une personne, un de mes contacts, qui avait créé son entreprise, et je lui ai demandé s'il était intéressé de m'aider un peu dans ce projet-là. Et tu vois, il m'a dit qu'il pouvait pas parce que financièrement pour lui, au niveau de l'entreprise, c'était pas possible maintenant. Il m'a dit peut-être plus tard, mais Oui. aujourd'hui, je peux pas, quoi. Et ce que je comprends, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, pour dire que toi, c'est vraiment quotidien, quoi. C'est refus un peu. Donc, C'est un mais bon, vrai c'est job. pas impossible. Ouais, bah en fait, ouais, bah je dirais que dans l'énergie que je mets dans le karting, je mets 70% de mon énergie à trouver des sous, quoi. C'est C'est un énorme. peu terrible. Ouais, c'est énorme. Donc pour les gens qui peuvent financièrement se débrouiller tout seuls, ben tant mieux pour eux vraiment, et c'est le plus simple. Oui. S'ils peuvent être aidés par la famille, les grands-parents, les amis, qu'importe, hein. Il y a des gens qui font comme ça aussi, hein, qui sont aidés par la famille. Il y a des jeunes finalement. Quand les coûts sont pas encore trop élevés, bah, ils arrivent à se débrouiller juste avec, ouais, voilà, finalement avec de l'argent familial, quoi, si L'entourage, je ouais. puis dire, avec l'entourage, voilà, exactement. Et puis après, il y en a d'autres qui ont besoin de dons, de soutien, et il y a beaucoup de pilotes qui ont recours à ça. Je connais très peu de pilotes qui n'ont pas de partenaire. Il y en a très peu, en tout cas. C'est quasiment tout le monde a au moins quelqu'un qui l'aide un petit peu. Si c'est pas la famille, c'est le Leclerc du coin ou le Intermarché. Enfin, tu vois, genre, t'arrives toujours à trouver quelque chose, quoi. Bon, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sponsorisent. En tout cas, des entreprises qui sponsorisent. Ouais, complètement. Et puis, et je dirais que c'est même plus facile pour les jeunes, s'il y a des jeunes un peu qui m'écoutent. Souvent, les jeunes, il y a un peu ce côté d'ambition, de faire du sport Oui. auto. Donc, je pense que un jeune de, je sais pas, peut-être 12-13 ans qui commence un peu à avoir des résultats en karting, peut-être plus facilement arrivera à trouver de partenaires. Moi, voilà, j'approche de la trentaine. J'ai pas d'objectif particulier à part juste me faire plaisir et gagner des courses. Bien sûr, j'ai des ambitions. Quand je vais voir les partenaires, j'ai des ambitions de résultats, Oui. de gagner des courses, de faire des podiums, enfin qu'importe. Mais disons que forcément, je suis moins vendeur que peut-être peuvent l'être d'autres pilotes. Donc, faut pas vous décourager. Mon cas n'est peut-être pas la réalité du terrain. Mais en tout cas, faut s'activer. Il faut passer beaucoup de temps. Il faut pas hésiter à aller demander à tout le monde. Et puis, il faut se dire aussi que quand on vend ce truc-là, il faut pas, enfin, comment dire, c'est pas gratuit en fait. C'est là où il faut proposer un peu quelque chose aussi quand on va avoir des potentiels partenaires. Il faut leur dire, si vous m'aidez, moi, je peux, au niveau communication, je peux parler de vous, je peux mettre le logo, par exemple, sur mon carte, je peux, si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, si ça peut être tout un tas de manières en fait, où en échange, par exemple, vous pouvez lui proposer, bah, vous m'aidez, mais en échange, je vous propose de faire une expérience en carte ou en carte de compétition. Enfin, il y a différentes manières un peu finalement de remercier en fait nos partenaires, quoi. Donc, faut Totalement. pas hésiter à appuyer là-dessus et vraiment se vendre comme ça, quoi. Oui, il faut penser que les entreprises, quand c'est le cas des entreprises, ils ont besoin d'avoir un retour sur investissement. Quel que soit le retour, il faut qu'ils aient quelque chose. Donc si c'est Oui, pas de la visibilité, bah, ça peut être peut-être de l'expérience comme tu l'as proposé, mais il faut qu'ils aient quelque chose à ouais. gagner, à t'aider financièrement et à débourser de l'argent dans leur sponsoring, quoi. C'est ça, exactement. Et puis parfois certains sont intéressés de rencontrer les autres partenaires aussi. Donc parfois, faut pas hésiter de dire bah si vous m'aidez, j'organiserai par exemple un repas avec tous les autres partenaires. Et parfois en fait, ça permet de faire du réseau entre les entreprises. Hmm. Et parfois les professionnels, les artisans, je pense notamment, eux ça peut énormément les aider. Donc faut pas hésiter à les contacter et leur vendre ce projet de cette manière-là, quoi. Ah, c'est intéressant comme idée. Ok, on note. Alors, tu viens de partager un super conseil. J'aimerais un peu terminer le podcast avec une question. Est-ce que tu aurais des conseils à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans le karting, peu importe l'âge, que ce soit une jeune personne ou une personne de nos âges, parce qu'on a sensiblement le même âge. Est-ce que tu as des conseils à partager pour toutes ces personnes-là, pour se lancer dans le karting? Ouais, bah de ma maigre expérience, mais oui, après j'ai quelques conseils. Comme je disais, donc pour les gens qui veulent devenir professionnels, allez voir les circuits, contactez la fédération, peut-être même s'il faut. C'est vraiment vers eux que vous pourrez avoir les bons conseils et les bonnes infos si vraiment vous voulez que votre enfant ou que vous, si vous êtes jeune et que vous écoutez ce podcast, si vous voulez faire du professionnel, n'hésitez pas à aller voir les personnes pour lesquelles c'est leur métier vraiment de vous conseiller. Après, pour ce qui est du loisir, donc vraiment pour des passionnés, pour faire la course, mais à moindre coût, en tout cas dans des coûts plus raisonnables que d'autres, moi je vous conseille vraiment de vous lancer à faire des courses, même loisirs, même des courses du dimanche matin, comme je dis, à 70 euros, c'est très bien, parce que comme ça, en fait, vous ferez du réseau. Quand vous faites du réseau,
vous soyez sympa déjà, soyez sport en piste, et déjà vous allez rencontrer des pilotes. Ces pilotes-là, vous pouvez les croiser sur Instagram, après récupérer des numéros de téléphone, qu'importe. Après, on va vous mettre dans des groupes peut-être de pilotes, puis vous allez faire la course ensemble. Puis après, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait du karting de compétition. Vous pourrez lui poser la question: comment tu fais? Est-ce que tu peux m'aider? En fait, faut pas hésiter à réseauter énormément en fait en kart. En fait, c'est de l'extérieur, et je pense que c'est le cas. Et moi, c'était mon cas il y a quelques années. En fait, ça fait ultra opaque. Comme j'ai dit, ça, comme tu disais, ça fait inaccessible, Oui. ça fait cher. On dirait que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Non, c'est pas vrai en fait. Il faut vraiment rentrer dedans. Moi, j'avais acheté un kart de loisir. Donc je roulais, tu vois, comme ça. Hein, en plus, j'étais pas forcément très rapide. Mais en fait, t'as un problème technique, quelqu'un vient t'aider. Faut pas hésiter en fait à être sympa, aller voir les gens, dire: ah, ton kart il est super. Tu roules dans quelle catégorie? Tu fais quoi comme course? T'es dans quelle équipe? C'est pareil. Pas hésiter à contacter les équipes. Vous contactez les équipes en compétition, demandez-leur des devis. Ils sont là pour ça. Vous les contactez, vous les trouvez sur les réseaux sociaux, des numéros de téléphone. Combien coûte un week-end de course chez vous? Et en fait, faut vraiment pas hésiter à faire ça. Moi, c'est comme ça qu'en début d'année, j'ai fait une course à Lyon, hein, sur le circuit de Saint-Laurent-de-Mur, dans une catégorie qui est un peu trop chère pour moi, je dirais, normalement. Et il y a quelques mois, j'avais rencontré une personne qui avait son équipe et qui m'a donné son numéro. Il m'a dit: contacte-moi, nous on fait les choses, le but c'est pas que ce soit cher, le but c'est que ce soit accessible, le moins cher possible pour toi. Et du coup, financièrement, ça pouvait passer. Et du coup, j'ai pu faire la course à Lyon, parce que depuis que j'étais gamin, je rêvais vraiment de faire la course là-bas. C'est un peu le circuit dans lequel j'ai toujours roulé, même des cartes de loisirs, tu vois. Oui. Donc ça me tenait à cœur. Donc faut pas hésiter vraiment à voilà, demander des devis, aller voir les circuits, demander des conseils, contacter les pilotes aussi. Il y a énormément de pilotes sur Instagram, pas forcément des pilotes de haut niveau. Je parle des pilotes de cartes qui font du loisir, un peu comme moi, enfin qui font de la compétition, mais je veux dire pas à haut niveau. Faut pas hésiter à leur demander, à être sympa avec eux et à leur demander comment ils font, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment rentrer dans ce monde-là. Et n'hésitez pas à en parler aux gens. Et à leur demander des conseils, parce qu'en fait on récupère énormément d'infos comme ça. Et moi, mon équipe actuellement, donc c'est un bonjour à Sébastien, donc Sébastien Delorme qui gère l'équipe. Et en fait, Bonjour. je lui ai harcelé de questions vraiment pendant des semaines, je crois. On discutait sur les réseaux sociaux. Il avait son équipe et je lui disais, parce que c'est lui du coup qui m'a fait rentrer dans le sport, dans le karting de compétition. Okay. Je lui disais: mais combien ça coûte, comment ça marche, et les pneus, et le moteur. Mais je te jure, je crois que je lui ai posé 100 questions. Mais même à la fin, il a dû se dire: attends, il me pose plein de questions, mais il va même pas prendre une prestation chez moi. Et en fait, toi, c'était le meilleur. S'il m'avait pas rassuré, s'il m'avait pas conseillé, tu vois, j'aurais peut-être jamais fait de carte de compétition. Tu vois, c'est vraiment lui qui m'a mis un peu dedans et qui m'a dit: non, non, mais tu vois, c'est tel prix, ça coûtera pas plus, sauf si tu casses le kart. Ouais. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que financièrement, pour moi, ça pouvait passer. Et puis quand tu rentres dedans, après, tu comprends un peu plus le mécanisme. Ok, ouais, donc c'est hyper important d'aller au contact des gens, Ouais. à la rencontre des gens. D'ailleurs, je mettrai, je l'ai pas précisé, mais je mettrai tes réseaux sociaux en description, comme ça, s'il y a des gens qui ont envie d'échanger avec toi, qui ont d'autres questions, de choses qu'on n'a peut-être pas abordées dans le podcast, je mettrai tous tes réseaux en description pour qu'ils puissent venir à toi et te poser d'autres questions s'ils ont besoin d'avoir d'autres réponses. Ouais, y a pas de problème, hein. N'hésitez pas. Après, bon, ça dépend après du nombre de questions, mais bien sûr, c'est un plaisir de pouvoir partager mon expérience s'il faut, et voilà, vraiment, comme je disais, tout est possible. Et n'hésitez pas à suivre d'autres pilotes aussi sur les réseaux. Ça peut vraiment permettre de faire du réseau. Enfin, ça vous servira d'une manière ou d'une autre de toute façon. Trop bien. Merci pour tes conseils. Est-ce que tu as d'autres choses à partager sur le karting, sur ta pratique du karting ou pas? Non, j'ai rien d'autre à partager. Je pense qu'on a couvert pas mal Ouais. de sujets là, donc voilà. Non, pour moi, c'est ok. Trop bien. Alors évidemment, avant de terminer le podcast, comme à chaque fin de podcast, je pose une question à l'invité. Donc là, on quitte un petit peu le domaine du karting pour retourner en Formule 1. Quel est ton prono du champion, pilote et écurie de cette saison 2024? Ouais, question compliquée. Je pense que déjà au niveau équipe, je pense que McLaren finira devant, Ok. au vu de leur forme, de l'état de forme qu'ils ont. Je pense même que, même si c'est pas ta question, mais je pense que même Ferrari pourrait passer devant Red Bull. Donc tu vois, ça pourrait faire un peu un McLaren Ferrari Red Bull, mais bon, ça, on verra à la fin de l'année. J'allais te poser la question de la P2. Donc tu m'as Ah répondu. bah tu vois. Ouais, je pense que Ferrari peut vraiment jouer les troubles faits là-dedans. Donc moi, je verrais bien McLaren, Ferrari et Red Bull pour ce qui est des équipes. Ok.
Mais voilà, à voir comment Ferrari arrive à. En fait, je pars sur le fait que la dernière course s'est bien passée pour eux et qu'ils ont l'air d'avoir eu des bonnes améliorations. Donc, je me dis, je parie un peu sur ça, mais peut-être que je me tromperai. Enfin, peut-être que je vais me tromper. Par contre, pour ce qui est des pilotes, en plus, j'ai écouté un peu les podcasts avant. Du coup, moi, je dirais que depuis les dernières nouvelles de ce que j'ai pu suivre, en tout cas des décisions qui vont être prises au sein de McLaren, je pense que Lando Norris a ses chances. Du coup, Lando Norris pourrait, pour moi, va devenir champion avec la forme qu'ils ont actuellement et si McLaren fait tout correctement et si Lando Norris fait tout correctement lui aussi en piste. Et du coup, je mettrais Max en deuxième. Je pense que Lando, il a vraiment ses chances là maintenant pour la fin d'année, mais bon. Ok, donc Lando champion. Intéressant. Oui, je vois de quoi tu parles. J'ai vu que l'information j'ai vu passer l'information des consignes un peu d'équipe en interne pour les championnats. Ok, donc McLaren et Lando pour la fin de saison de Formule 1. Trop bien, c'est noté. Eh bien, écoute, merci Rémi pour ce podcast, pour ce temps et tout ce que tu as partagé en informations sur le karting. C'était hyper intéressant et je pense que ça va surprendre peut-être beaucoup de personnes sur ce que tu as pu donner comme information et du coup les intéresser aussi en parallèle. Donc merci pour ça. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je mettrai tous tes réseaux en description et je mettrai les liens de beaucoup de choses que tu as évoquées pendant le podcast pour que les gens puissent aller voir, notamment la chaîne YouTube, les différentes catégories, etc. Comme ça, les gens pourront aller un petit peu regarder tout ça. Et voilà, merci à toi pour ce podcast. Merci à toi et merci de m'avoir donné la parole et voilà, j'espère que ça pourra aider des potentiels passionnés, des futurs pilotes de karting à se lancer dans ce beau sport. Eh ben, j'espère aussi. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, tous les liens sont en barre d'infos et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!